Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux, merci d'être là avec nous. Eh ben, tous mes voeux et tous mes voeux aussi à tous les téléspectateurs. Qui sont là. Pour vous essentiellement, évidemment, économistes et historiens. Les Français, on parle de la retraite évidemment, à une écrasante majorité, mais c'est comme ça depuis toujours, sont hostiles évidemment aux 2/3 à ce report de l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans. Que doit dire le gouvernement pour les convaincre, en tout cas si tant est que ce soit possible, parce que ça semble quand même mission impossible vu le rejet massif des Français. Je crois que cette réforme a effectivement été très mal présentée et expliquée. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut bien constater que c'est l'inverse de la précédente réforme qui avait été présentée en 2019. Puisqu'à l'époque... Que personne n'avait comprise d'ailleurs. Voilà, mais on expliquait qu'il n'y avait pas de problème financier et que ce qui était important, c'est de faire une réforme systémique en passant à un système par points. Or, aujourd'hui, on explique exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème systémique, c'est un problème financier. Je pense que, de fait, on est maintenant sur la bonne réforme. Mais personne, et surtout pas le président de la République, ne s'est donné la peine d'expliquer pourquoi on était passé de l'un à l'autre. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les raisons pour lesquelles on fait cette réforme, on a eu des explications très très diverses. On a expliqué que c'était pour avoir de l'argent pour financer l'amélioration de la prise en charge de la dépendance. À un autre moment, on nous a expliqué que c'était pour financer la transition climatique. En réalité, il y a deux vraies raisons auxquelles on est arrivé, mais après avoir vu toutes les autres. La première, c'est qu'un système de répartition ne peut pas être en déficit. Ça, c'est une confusion qui est pourquoi il ne peut pas au cœur du problème. L'État bouche le trou. Non, mais parce que dans un système de répartition, si vous laissez ça la confusion, c'est que tout le monde raisonne comme si on était en capitalisation. C'est-à-dire que les Français pensent que parce qu'ils ont cotisé, ils ont droit à un certain montant de retraite. Mais en fait, aucun d'entre nous ne cotise pour sa retraite. Nous cotisons pour payer les pensions de ceux qui sont cette année à la retraite, en situation de retraite, et pour payer les pensions d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la répartition ne peut pas être en déficit, parce que sinon, ça veut dire qu'on spolie les générations futures qui devront gérer. Sauf si l'État prend sa charge. Mais non, ça fait du déficit en plus. Oui, mais ça, c'est de l'impôt différé. Donc, de toute manière, y compris si vous financez par la dette, ça veut bien dire que vous reportez aussi sur les générations futures. Donc, la répartition ne peut pas être en déficit. Et puis, il y a une deuxième raison qui est le système n'est pas en faillite quand le gouvernement nous dit que si on ne réforme pas, le système est en faillite. Gabriel Attal, ce n'est pas la réalité. Comme je vous dis, en faillite, mais on va revenir, ça c'est le deuxième argument, c'est qu'il n'y a pas de faillite au sens où... 13 milliards d'euros en 2030, c'est une somme, mais oui, c'est pas... Il y a un déficit. Il y a 350 milliards d'euros de pension quand même. Oui. Alors simplement, c'est la deuxième partie de l'explication, c'est qu'il faut quand même tenir dans les grands événements de 2022, il y a ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où en 10 jours, un grand pays européen, qui a à peu près le même PIB que nous, a failli sauter financièrement. Et vous avez vu que le lien direct, alors le système chez eux est différent, pour le coup, c'est que pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre a fait un changement complet ? C'est parce que les fonds de pension allaient sauter, ce qui est quand même intéressant. Et donc, aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, quand on regarde aussi ce qui s'est passé pour l'Italie ou pour la Grèce a sauté à cause des retraites qui représentaient 18 ou 19% du PIB. Vous êtes sur la même ligne qu'Agnès Verdier-Molinier, qui était là hier sur ce plateau, qui m'a dit si on ne fait pas la réforme des retraites, il y a un risque d'attaque des marchés sur la dette française. Alors, ça, je ne pense pas que le lien soit aussi immédiat, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France va passer les 3 000 milliards d'euros de dette publique. C'est un pays qui est avec une croissance faible, un chômage élevé, une productivité qui stagne et des dépenses publiques qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Donc, même s'il n'y a pas de lien direct, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des rares domaines sur lesquels le gouvernement pourrait envoyer un message positif au marché, mais aussi à nos partenaires européens, pour dire que la France prend au sérieux la situation de ses finances publiques
et l'évolution de la dette. Donc, en fait, ce sont ça les deux vraies raisons. Et donc, le gouvernement, selon vous, ira jusqu'au bout. Les fortes mobilisations qui sont en train de monter en puissance, manifestement, ne feront pas reculer le gouvernement? Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement est face à deux difficultés qu'il a sous-estimées. La première difficulté, c'est la mobilisation de la rue. Donc, le pari était fait qu'à cause des problèmes d'inflation, à cause des problèmes de crise énergétique, que les Français, il y aurait certes un peu d'agitation, mais qu'il n'y aurait pas de vraie mobilisation de l'opinion et de la rue. Et ça, clairement, et que les syndicats étaient isolés, et que les syndicats eux-mêmes seraient obligés, après une démonstration de force, mais de rentrer assez vite dans le rang. Ce n'est pas du tout le scénario qui se dessine aujourd'hui. Et puis, il y a le deuxième front qu'il ne faut pas oublier, qui est le front parlementaire. Et là encore, le pari du gouvernement, c'était de dire que de passer un accord avec LR, et puis... On y est, non? Là encore, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que ce que je note quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie quand même assez significative. On a de plus en plus de députés LR qui expliquent qu'ils ne voteront pas ou qu'ils voteront contre, mais même dans la majorité, on commence à avoir un certain nombre notamment venant de l'aile gauche de la majorité, un certain nombre de gens qui expliquent aussi qu'ils ne voteront pas le projet. Donc on revient au 49.3. Donc on revient, à mon avis, au 49.3, ce qui d'ailleurs est, d'un point de vue constitutionnel, plus solide que l'utilisation du 49.1. C'est le dernier problème, c'est que le 49.1 qui permet donc de limiter le temps de parole et ensuite de transmettre automatiquement au Sénat, c'est quand même normalement uniquement pour des textes qui sont de nature budgétaire. Et il y a quand même une vraie question. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a un impact évident, direct, sur les finances publiques de la France. Mais est-ce que la réforme du système de retraite se résume à un problème budgétaire? À l'inverse, je pense qu'on peut soutenir le contraire. Et donc, il y a un vrai débat constitutionnel sur cette utilisation possible de l'article 47-1. Et donc, comment alors, c'est quoi, pas la fin de l'histoire, mais comment ça évolue, in fine, politiquement? Imaginons que la rue continue à se mobiliser, qu'il y ait des défections de la part de députés, de la majorité ou de LR, ça se termine comment? Eh bien, si vous voulez, on en revient à ce qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire de la politique. C'est-à-dire qu'une majorité, ça se construit, ça s'entretient, surtout quand elle n'existe pas spontanément. Et donc ce travail, pour l'instant, me paraît insuffisamment fait. Et par ailleurs, il y a un travail de pédagogie des Français, et qui ne peut pas être fait simplement par des éléments de langage. Autrement dit, il y a quand même la question fondamentale que je posais au départ, et à laquelle Emmanuel Macron n'a jamais répondu, c'est pourquoi aujourd'hui défendez-vous un projet de réforme du système de retraite qui est exactement, non, mais surtout qui est exactement l'inverse de ce qui avait été pratiquement décidé avant que ce ne soit emporté par l'épidémie de Covid. Il n'y a pas de plan B, encore une fois, pour équilibrer les comptes en 2030, ces 13 milliards d'euros, en dehors de relever l'âge légal de départ à 64 ans, accélérer la durée de cotisation de la réforme Touraine. Alors ensuite, on peut toujours discuter de l'équilibrage entre les deux. Mais, parce que pour le gouvernement, il n'y a pas de plan B. Hein. C'est le seul moyen, c'est le seul levier. Hein. Mais c'est vrai que augmenter les cotisations des entreprises, enfin, d'ailleurs que ce soit salarié ou entreprise, mais c'est toujours payé par les entreprises. Donc augmenter aujourd'hui le coût du travail, c'est complètement... On a déjà un problème majeur de compétitivité des entreprises françaises qui s'améliore doucement, mais qui est loin d'être réglé. Le gouvernement ne veut pas aller dans cette voie. Ça, voie. c'est destructeur pour l'activité, pour l'emploi et pour l'avenir du pays. Donc ça, franchement, c'est pas possible. Ensuite, diminuer les pensions. Non. Voilà. Que je pense, d'une certaine manière, et le gouvernement a d'emblée est allé au bout de ce qu'il pouvait faire raisonnablement, puisque
Donc la réforme rapporte 18 milliards et il y a 6 milliards qui ont été utilisés 5 ou 6, ce qui fait pour des mesures d'accompagnement, des mesures plus sucrées. Ce qui fait qu'en réalité, on n'a même pas l'équilibre en 2030, puisqu'il manque 600 millions qu'on va aller récupérer sur la branche... Si tant est qu'on ait 4,5% de taux de chômage en 2030, tout ça est conditionné. Voilà, aussi, et avec, comme vous savez, en fait, les leviers pour la retraite, il y en a deux. Il y a effectivement la démographie, le taux d'emploi et le taux de chômage. Et puis ensuite, il y a la productivité. La productivité, elle est à 0,7. Et aujourd'hui, entre la chute de la natalité et le taux d'emploi qui s'améliore, mais très très doucement, on ne peut pas dire que les données les données structurelles, elles ne sont pas favorables. Donc il n'y a pas de plan B et en même temps il n'y a plus de marge de manœuvre puisqu'il y a déjà un tiers du produit des économies de la réforme qui ont déjà été réemployés pour ces mesures d'accompagnement. Si le SMIC a mis 200 euros. C'est là où là aussi la démarche, on peut interroger la démarche, c'est que le gouvernement pensait tellement qu'il aurait finalement une espèce d'opposition rituelle, mais au fond que l'opinion ne bougerait pas, qu'il a d'une certaine manière tiré toutes ses cartouches et il a utilisé une espèce de technique de la carte forcée. Mais le problème de la technique de la carte forcée, c'est que ça peut se... Il ira au bout, selon vous, ou pas, le président de la République? Il ira au bout. Quelle probabilité? Est-ce que cette probabilité gagne en crédit, en épaisseur, chaque jour qui passe, chaque nouvelle manifestation? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Emmanuel Macron échoue une nouvelle fois sur la retraite, il a déjà une crédibilité qui est quand même entamée, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc s'il échoue sur les retraites, c'est quoi le message? Il est fragile avec une majorité relative. Et grosso modo, s'il échoue une nouvelle fois sur les retraites, il est certain que sa crédibilité sera très fortement entamée, et en France et à l'étranger. Tiens, puisqu'on parle de l'étranger, on va parler de la Chine et aussi de l'inflation, parce qu'il y a aussi tout ça est lié. Je voulais avoir votre opinion sur l'inflation, Nicolas Bavrez, qui semble se retourner surtout aux États-Unis, en Europe de manière globale, un peu moins sur l'inflation sous-jacente. Est-ce que le pire de l'inflation est derrière nous? Est-ce qu'on va retourner rapidement vers des 2-3% d'inflation? 3 remarques. La première, c'est que je pense qu'on a vraiment changé de régime économique. Donc, l'idée de revenir rapidement, facilement à une inflation comprise entre 1 et 2% est une idée fausse, parce qu'on a un tas de facteurs structurels entre la déglobalisation, entre les tensions sur le marché du travail avec la baisse de la population active dans beaucoup de pays, et puis les coûts de la transition écologique. Donc tout ceci, c'est du structurel et ça va durer. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de symétrie entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, pourquoi est-ce que effectivement l'inflation va se réduire? Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de problème énergétique, donc c'était surtout une inflation intérieure. Ouais. Et donc l'inflation intérieure, une fois que la Banque centrale a décidé de casser le système avec une politique monétaire restrictive, ça fonctionne. Et la Fed, elle ne va pas laisser se reproduire les années 70. Donc ça, c'est très clair. Donc aux États-Unis, ça va se réduire mécaniquement. L'Europe, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'inflation est d'origine externe. C'est l'énergie. Et donc, sur lequel la BCE n'a pas la main. Sur lequel la BCE n'a aucune prise. Ouais. Et donc, en Europe, on peut vraiment avoir la double peine, c'est-à-dire à cause de la politique de montée des taux de la BCE, un très fort ralentissement, voire la récession, et en plus il y aura un effet psychologique sur les anticipations, mais la politique de la BCE, elle n'a aucune prise sur le prix du gaz ou du pétrole. Donc on est parti sur des rythmes d'inflation en Europe de 3-4% de manière durable. Je crois que de toute manière, oui, le régime de l'inflation va changer et que ça sera déjà très bien si on arrive à être à 3-4% de manière durable. Mais la BCE ne l'acceptera pas. Quand on écoute aujourd'hui le discours de Christine Lagarde, qui dit qu'elle fera tout ce qu'il faut, déterminé, pour faire revenir l'inflation à son objectif, qui est de 2%. Oui, vous savez, ensuite, je vous renvoie à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre avait été très claire sur le fait qu'elle sortait Et puis ensuite, quand il y a eu la panique financière et la faillite annoncée... Alors, ces principes, ouais.
Pas complètement. Là où c'est-à-dire que c'est quand même la Banque d'Angleterre qui a fait tomber Madame Truss. Donc elle a dit on va réassurer le système, mais on le réassure pour une durée de... Vous avez 15 jours pour changer de politique. Et en fait, le message subliminal, c'était pour changer de Premier ministre. Il se trouve que la politique a changé, le Premier ministre aussi, dans le délai imparti. Mais c'est dire que, de toute façon, il y a une limite, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, si vous laissez la Banque centrale, elle est quand même là pour faire de la stabilité monétaire et de la stabilité financière. Ouais. Si vous laissez un vrai crack s'installer et le système s'effondrer, c'est vrai que ça ne contribue pas à la stabilité. Sur la Chine, sinon, le lien, c'est qu'effectivement, il y a cette réouverture rapide de l'économie chinoise qui pourrait faire flamber de nouveau l'inflation. Mais au-delà de ça, sur l'aspect politique, ce revirement à 180 de Pékin, sur la stratégie zéro Covid, sur la pression de la rue, encore une fois, c'est qu'il faut le rappeler, ça montre que même si la Chine n'est pas une démocratie, et ben Xi Jinping, il a su entendre le ras-le-bol du peuple. Quelle grille de lecture on a? Pourquoi a-t-il renoncé si brutalement à sa stratégie zéro Covid, alors qu'il nous disait auparavant, aujourd'hui il accepte plusieurs millions de morts, sûrement, possiblement, alors qu'avant, il fallait qu'il y ait 0 mort. Quoi. Eh bien, parce que, vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'élection en Chine, ça c'est certain, mais il y a une opinion publique. Et il y a des protestations qui peuvent être violentes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le zéro Covid ? Et c'est par ailleurs un pays de 1,4 milliard d'habitants, donc même avec un État policier extrêmement développé, quand on a les classes moyennes urbaines connectées, la partie la plus moderne de la Chine, notamment canton Shanghai, qui commence vraiment à se soulever. Des manifestations dans les capitales de plus de 15 provinces, plus les étudiants, plus dans une centaine d'universités, plus les ouvriers dans les usines géantes de Foxconn, etc. Et quand vous avez ces différentes parties de la population qui commencent toutes à manifester ensemble, eh bien, vous n'avez pas le choix. En même temps, il sortait d'un congrès où il sortait renforcé pour un 3e mandat, possiblement un mandat à vie du congrès du Parti communiste chinois. Il aurait pu rester sur une posture beaucoup plus rigide et cohérente. Mais si vous voulez, même les systèmes totalitaires, donc Xi Jinping a complètement contrôlé le parti et il a fait en sorte qu'il n'y ait plus que ses très proches qui soient autour de lui. Mais en même temps, ça veut dire que plus on fait ça, et moins on a de prise, et moins on comprend ce qui se passe dans l'économie et la société. Et donc, qu'est-ce qui se passe par ailleurs ? Et c'est l'autre... Donc c'est quand il a vu monter cette... Oui, plus le fait que Xi Jinping, c'est quand même l'homme qui a fait passer la croissance de la Chine de 9,5% par an à 2 à 3% par an. Et que les conséquences sont immédiates. Aujourd'hui, vous avez un jeune diplômé sur 5 en Chine qui est au chômage. Et quand on sait les sacrifices de toute une famille pour faire en sorte qu'un jeune soit diplômé en Chine, c'est une vraie tragédie. Donc aujourd'hui, la Chine est dans une situation très compliquée parce qu'il y a un vrai problème démographique. Il y a moins de 10 millions de naissances pour un pays qui est maintenant un pays de 1,4 milliard, ce qui veut dire qu'il y a le retournement. L'Inde est en train de passer devant. Il y a un vrai problème économique parce que la reprise... le retour au principe maoïste, la reprise en main de la finance, de la technologie, de l'éducation, le Parti communiste dans les entreprises, les centres de recherche et les universités, ça fait que tout s'arrête et qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre de risques. Et vous avez vu qu'il y a une dimension de protestation contre la censure. Il y a 2 instruments que les Chinois utilisent qui sont redoutables. Il y a la grève des naissances. Et puis, il y a le fait que beaucoup de jeunes Chinois, maintenant, font semblant de travailler. Mais ils font le minimum. Et donc, aujourd'hui, vous avez ces formes de protestation larvée, mais qui commencent à avoir un véritable impact. Donc, Xi Jinping a été obligé de lâcher du lest. Sur le fond, c'est purement tactique. Donc, il ne fait pas de doute que le durcissement idéologique du régime reste. Il fait son durcissement militaire aussi, mais il a lâché du lest aussi un peu sur l'agressivité de la Chine vis-à-vis du reste du monde. Et pour une raison évidente, c'est que à cause du poids que cette stratégie zéro Covid a fait peser sur la population, en fait,
toute la conversion du modèle chinois vers la consommation intérieure est complètement bloquée. Donc aujourd'hui, la Chine est à 2-3% de croissance, et toute cette croissance est liée aux exportations. Dans un monde extérieur, donc c'est le contraire du dans modèle. Un monde extérieur que le régime présente comme de plus en plus hostile et vis-à-vis duquel le régime est de plus en plus agressif. Donc il y a un moment donné où, si vous voulez, Xi Jinping, il a cassé l'immobilier, il a cassé la consommation et il a mis la Chine en risque avec le reste du monde. Et donc ça se traduit évidemment par la chute de la croissance. Et par ailleurs, c'est vrai que les États-Unis sont toujours très fragiles intérieurement, mais en termes de facteurs de puissance, il ne fait pas de doute que les États-Unis ont spectaculairement repris la main. Ce qui veut dire que le leadership mondial visé par Pékin à horizon 2050 est toujours jouable, ou le match est plié pour les Américains? Alors le match n'est jamais plié parce qu'on a vu justement... Mais en tout cas, le match s'est singulièrement rééquilibré depuis 2022. Et les États-Unis, maintenant, les gains de productivité tournent autour de 2% par an, la population augmente, et surtout énergie, technologie, agriculture, armement, dollars, valeur refuge, extraterritorialité du droit américain. Ouais. Si vous voulez, la démonstration de puissance qui a été faite au cours de l'année 2022 par tous ces instruments de soft power. Avec une tech ébranlée quand même aussi à Wall Street en termes de valorisation. Alors, elle est ébranlée, mais sur parce que c'est aussi logique que la bulle était complètement délirante. Mais si on regarde d'où vient aujourd'hui l'innovation, regardez encore en matière d'intelligence artificielle, c'est quand même très spectaculaire de voir l'avance prise par les États-Unis. Donc, ça s'est en tout cas rééquilibré. Et du coup, il y a ce changement des dirigeants chinois, mais je le répète, c'est un changement tactique, c'est pas un changement stratégique. Ne remet rien en cause, le fond. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment. Donc avec Nicolas Bavrez, la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.